Hello les amis, dans cette série de vidéos, nous allons parler de Service Mesh. Nous allons déjà planter le décor comme d'habitude. Alors, avec la modernisation des applications, nous sommes arrivés à des infras où l'application est éclatée en microservices répartis un peu de partout pour pouvoir assurer la scalabilité, la résilience, la haute disponibilité de nos microservices. Là, je n'ai plus rien à vous apprendre. Alors, maintenant, avec cet éclatement, on a un besoin effectivement de garantir un certain nombre de fonctionnalités pour nos différents microservices. Par exemple, la fonctionnalité de service discovery. Donc, le service A, par exemple, il peut avoir besoin de découvrir dynamiquement l'ensemble des services. Si par exemple c'est un front-end, il voudrait par exemple découvrir de façon dynamique que le service D ici, c'est par exemple une BDD. Donc, on a un besoin de cela en fait, pour pouvoir faire du service discovery. On peut également avoir un besoin d'avoir une cache. Imaginons, j'essaie de discuter avec le service B, mais à cause de congestion éventuellement, j'aimerais que mon trafic soit gardé quelque part en attendant que, par exemple, il ait fini de traiter les précédentes et du coup, mes requêtes que j'ai envoyées dernièrement puissent effectivement y arriver. Ça veut dire la notion de caching. J'aimerais bien avoir du cache dans mes communications entre mes microservices. Autre besoin, je veux pouvoir, pour des besoins, on va dire, de sécurité et de conformité, pouvoir tracer l'ensemble des requêtes. Si j'ai par exemple le service C qui discute avec le service D, j'aimerais avoir une trace de cela. Donc, on peut avoir besoin de traces. Voilà. Et en plus, je peux souhaiter mettre en place, pour la communication entre le D et le F, je veux souhaiter, par exemple, que le service D s'authentifie à un autre microservice pour des besoins de sécurité. Donc, autre besoin qui peut être formulé dans ce genre d'architecture, c'est l'authentification. Authentification. Et un autre besoin qui peut être également exprimé, c'est le fait de pouvoir retenter de discuter avec des services si éventuellement des paquets ont été perdus. Imaginons le service B veut discuter avec le service E, alors on peut effectivement souhaiter, si les paquets sont perdus, liés effectivement à la congestion du trafic, alors que les paquets soient renvoyés si jamais ils ne sont pas arrivés à bon port, donc s'il n'y a pas eu d'acquittement. Donc voilà, comme cela, ramasser quelques problématiques ou alors quelques besoins qui peuvent être formulés si on veut vraiment travailler avec les architectures microservices en production. Voilà quelques-uns des éléments que l'on peut relever. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on apportait une solution par rapport à ces besoins liés aux architectures microservices. Bien sûr, on verra ces besoins-là de façon chronologique. Quelles étaient d'abord les premières solutions proposées et quelles ensuite ont été les solutions qui ont été développées dans les années qui ont suivi. Après avoir présenté quelles sont les attentes au regard des architectures microservices, on va maintenant voir une première réponse qui a été donnée par les architectes, développeurs, etc. Alors, dans un premier temps, ils ont décidé d'embarquer les différentes librairies qui permettent effectivement de réaliser ces tâches-là. Ça veut dire qu'en plus de l'application, ils ont développé des modules embarqués dans l'application qui permettent de gérer le service discovery, le caching, le tracking, l'authentification ou même encore le tout dernier qu'on a vu qui était le retry. Alors, c'est une solution, on est bien d'accord. Mais ça fait en sorte que si vous travaillez par exemple en un langage de programmation particulier, imaginons là c'est Python, alors si votre application ici est en Java, il vous faudra chercher les librairies équivalentes et redévelopper le module supportant ces différentes fonctionnalités en Java. Même chose si ici, vous aviez par exemple travaillé en .NET, vous voyez, et ici, si vous aviez travaillé avec du Node pour pouvoir gérer cela. Vous serez obligé de redévelopper ce module-ci qui permettra de supporter ces différentes fonctionnalités, par exemple, d'authentification entre les services, de login. Donc, on a également ce besoin, n'oubliez pas. Si c'est que je discute avec un service, il serait bien quand même qu'il logue le fait que je lui ai posé une question. Donc, tout cela, en fait, était codifié directement dans l'application. Donc, le principal problème que l'on pouvait rencontrer, c'est que ce n'est pas
scalable. Ce n'est pas scalable, cette méthode-là. Cette méthode, donc je vais parler de scale. Scale, voilà. On ne pouvait pas mettre en place vraiment de la scalabilité avec une telle approche. C'était vraiment compliqué. Il y a encore une autre problématique, c'est qu'il fallait trouver les équivalents des librairies que l'on voulait dans d'autres langages de programmation. Est-ce que vous comprenez bien la problématique qui est là? C'est également lié au langage de programmation. Si l'action que je vais réaliser, on n'a pas par exemple des librairies qui permettent de le faire, donc là je vais mettre langage, permettez mon écriture approximative, voilà. Ça matérialise aussi on va dire quoi? Ça matérialise aussi toute mon excitation à faire ces vidéos-là. Voilà. Donc, l'autre problématique, comme je disais, c'était lié au langage de programmation. Imaginez en Python, par exemple, vous avez trouvé toutes les librairies qui permettent de respecter ces différents besoins dans une architecture microservice, mais en .NET, vous ne trouvez pas, ou alors vous trouvez des approximations. Ça commence vraiment à devenir compliqué. Ensuite, il faut gérer la maintenabilité, c'est-à-dire s'il y a des mises à jour à faire sur l'application, il faut aussi penser à mettre à jour les différentes librairies. Imaginons on passe de Python 2.7 à Python 3.8. Il faut du coup modifier également directement le module qu'on avait fait pour pouvoir supporter ces fonctionnalités avancées auxquelles on peut s'attendre dans des architectures microservices. Il faut également chercher comment faire cela. Donc ça devient vraiment compliqué. Donc update et je dirais même aussi upgrade. Donc pour gérer même l'upgrade complètement, ça devient compliqué parce qu'il faut garder une certaine compatibilité. Ça va être dur d'upgrader ce module-ci, vous voyez, ce module-ci, sans upgrader celui-ci. Ça devient compliqué parce qu'ils doivent rester de connivence. C'est par exemple, par le passé, il utilisait, j'y pète une bêtise, le port 80 pour discuter avec celui-ci. Donc, on va dire ce sidecar-ci ou alors cette librairie-ci. Alors, il doit maintenant upgrader pour passer, par exemple, je sais pas moi, au port 5000. Ou encore, si par le passé, pour s'authentifier, il utilisait par exemple une connexion sécurisée en TLS. Je dis une bêtise, TLS 1.8. Et que maintenant, avec l'upgrade, il doit passer en TLS 1.9. Alors, il faut aussi recoder celui-ci, c'est-à-dire le module là. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passait? C'est que dans un premier temps, il fallait que l'application, effectivement, prépare le message à envoyer. Ensuite, que ce message passe directement par la librairie ou le module de communication, permettant effectivement de respecter l'ensemble de nos besoins. Et lorsque le message arrive, du coup, il est transféré à son équivalent ici, qui ensuite fait remonter le message à l'application. Donc, voilà en fait la solution qui a été trouvée. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on rencontre tous ces problèmes-là. On peut facilement gérer la scalabilité, parce que si vous avez d'autres microservices à déployer, vous serez encore obligé de redévelopper les mêmes modules avec le langage de programmation correspondant. L'update, effectivement, est assez pénible parce que si vous updatez le langage, donc la version du langage de votre microservice, du coup, il faut aussi penser à upgrader votre module permettant de gérer la couche, on va dire comme ça, la couche réseau de maillage de vos différents microservices. Donc, dans cette vidéo, nous venons de présenter quelques limites liées à la méthodologie qui a été employée pour pouvoir embarquer les services mesh. Et là, c'est la première fois que j'emploie les services mesh. Donc, les services mesh étaient embarqués directement dans le microservice pour pouvoir respecter l'ensemble des besoins qui pouvaient être formulés à juste titre dans le cadre d'une infrastructure microservice. Sauf que voilà, on a cette limite-ci et il faut trouver une autre solution, ce que l'on va voir dans la vidéo suivante.